Bonjour à tous, bienvenue sur Naturel TV Turquie et Ankara et bienvenue dans le monde des affaires. Le monde des affaires, on reçoit pour vous son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo ici Ankara, en Turquie. Bonjour son Excellence. Bonjour. Comment allez-vous son Excellence? Je vais bien, et vous-même? Très bien, merci. Son Excellence, vous pouvez parler nous de la Turquie, votre parcours ici en Turquie? Je suis arrivé en Turquie en 2011. J'ai présenté mes lettres de créance le 25 octobre 2011 à l'ancien président, Abdullah Gül. Et voilà, je suis là. Je ne sais pas ce que vous entendez par le parcours en Turquie. Je n'ai pas de parcours particulier en Turquie. D'accord, merci Monsieur l'Excellence. Pourquoi avoir choisi la diplomatie et quelle a été votre motivation, s'il vous plaît? Je ne dirais pas vraiment que j'ai choisi la diplomatie. Je pense que c'est la diplomatie qui m'a choisi parce que je faisais un autre métier qui m'avait conduit à travailler de façon étroite avec la diplomatie, avec le ministère des Affaires étrangères. Étant donné que j'avais quand même acquis une certaine maîtrise des questions internationales, un des ministres de l'époque avait fait appel à moi pour que j'aille officier au ministère des Affaires étrangères en qualité d'attaché de presse pour lui, pour faire le compte-rendu du fonctionnement du ministère et des rencontres qu'il avait. C'est comme cela que je suis entré en diplomatie. Je suis de formation journalistique. Ok, merci beaucoup Son Excellence. Son Excellence, quelle est votre impression sur la Turquie? C'est un grand pays qui est peut-être pas très bien connu dans mon pays, la République démocratique du Congo. C'est un grand pays qui a joué un grand rôle dans l'histoire du monde depuis sa fondation par Atatürk en 1923, a été impliqué dans la gestion des conflits dans la région et aussi le gouvernement turc a joué le rôle de médiateur dans plusieurs cas de situations qui s'étaient présentées dans la région du Moyen-Orient et du Proche-Orient. C'est un pays important sur la scène internationale, sur le plan politique, sur le plan diplomatique et aussi sur le plan économique. C'est un pays important. En parlant de l'économie, quel avez-vous pu faire depuis votre arrivée ici? Quels sont les efforts fournis pour renforcer les relations économiques entre la Turquie et l'Afrique, précisément entre la RDC aussi? Je ne veux pas tirer la couverture à moi. J'ai trouvé quelques dossiers en cours ici, notamment des accords de coopération économique qui étaient en gestation, que nous avons pu finaliser heureusement. Certains n'ont pas encore abouti. Nous sommes quand même parvenus à avoir un accord de coopération générale sur le plan économique, un accord sur la non-double taxation de taxes de frais douaniers. Celui-là est encore pendante. Nous avons signé un protocole de coopération entre nos deux polices nationales pour qu'il y ait les échanges des étudiants dans les académies de police. Nous avons un autre accord sur le plan culturel entre la télévision, la radio-télévision turque et la RTNC, qui a été signé. Lors de la visite en novembre 2017 de l'ancien vice-premier ministre aux Affaires étrangères, on a procédé à la signature de l'accord sur l'exonération des visas aux porteurs de passeports diplomatiques qui va incessamment entrer en force. Et il est prévu qu'après les passeports diplomatiques, cet accord couvre également les porteurs de passeports de service et plus tard les passeports ordinaires congolais. C'est-à-dire que les citoyens congolais qui viendraient en Turquie n'auraient pas besoin de visa et les citoyens turcs non plus, qu'ils obtiendraient le visa à l'aéroport. En fait, on tamponnerait tout simplement leur passeport à l'aéroport. Merci Son Excellence. Son Excellence, quel rôle joue la coopération entre l'Afrique et la Turquie, turco-africaine? De ce côté-là, les choses ne sont pas très nettes pour le moment, parce que
la Turquie a été déclarée par un sommet de l'Union africaine comme partenaire stratégique pour le développement de l'Afrique. Et depuis, il s'en est suivi le premier sommet Turquie-Afrique qui s'est tenu à Istanbul en 2008 plutôt. Et de ce sommet-là, on a sorti un plan d'action d'Istanbul, c'est-à-dire les actions qui devaient être menées concomitamment par la partie turque et aussi par la partie africaine. Il y a encore de pourparlers qui se poursuivent. Il y a eu un deuxième sommet en 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale. Et le troisième sommet devait se tenir cette année à Istanbul. Il a été reporté à l'année prochaine. Et entre les deux sommets, il y a toujours une réunion de suivi au niveau ministériel pour faire l'évaluation. Nous pensons que peut-être lors du sommet qui va se tenir à Istanbul, on fera un bilan de 15 années que nous venons de parcourir ensemble. 15 années, c'est beaucoup. Alors, y a-t-il des avancées? Y a-t-il des grandes avancées, par exemple, qui sont palpables au niveau physique, ou il y a encore beaucoup à faire par rapport à ce que vous voyez, par rapport à votre vision? Entre la Turquie et l'Afrique? Oui, entre la Turquie et l'Afrique, précisément. Je ne maîtrise pas les dossiers de tous les accords avec les pays africains, parce que nous sommes dans une situation, comment dire, où nous avons deux types d'accords. Il y a un accord au niveau Afrique-Turquie. Entre-temps, il y a les mêmes types d'accords sur le plan bilatéral. Prenons le cas des infrastructures. Un pays africain peut avoir un accord de coopération avec la Turquie dans le domaine des infrastructures. Et ces infrastructures ne concernent que le territoire national de ce pays-là. Quand il s'agit maintenant d'interconnexion des pays africains, par exemple la route transafricaine, si nous devons obtenir une contribution aussi bien technique que financière de la part de la Turquie, ce dossier-là sera traité au niveau de l'Union africaine et non au niveau des États pris individuellement. Donc il est assez difficile pour le moment de faire une évaluation correcte et concrète. C'est assez difficile pour le moment. Ok, merci Son Excellence. Son Excellence, comment évolue la situation actuelle de la coopération de la Turquie et l'Afrique du côté culturel et éducatif? Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Dans le plan d'action d'Istanbul sur ces chapitres-là, des échanges culturels et artistiques, il était prévu qu'il y ait des manifestations annuelles ou biannuelles organisées alternativement en Turquie et en Afrique pour échange des artistes, des peintres, des écrivains, des musiciens. Mais ça ne s'est pas encore concrétisé de ce côté-là non plus. Il y a des groupes africains qui sont venus se produire à Istanbul. J'ai rencontré un groupe guinéen, je crois que c'était à Izmir, il y a 3 ou 4 ans. Mais il faut dire que même de ce côté-là, ce n'est pas très avancé. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a du chemin à faire. Son Excellence, je veux bien souligner une chose. Dans le cadre de relations bilatérales, vous avez parlé des étudiants. J'aimerais savoir quelles sont les actions menées pour les étudiants congolais qui vivent ici en Turquie, étudient et qui se développent ici en Turquie en général. Il n'y a pas d'action particulière à mener parce que nous sommes confrontés à un dilemme avec le cas des étudiants qui viennent en Turquie. J'ai fait une petite enquête. Je me suis rendu compte que la majorité des étudiants qui sont venus en Turquie ne sont même pas connus par le gouvernement congolais comme étant en Turquie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez au ministère des Affaires étrangères à Kinshasa ou au ministère de l'Éducation nationale, personne n'a un fichier qui peut vous dire nous avons 20, 50, 100 ou 300 étudiants congolais en Turquie. On ne l'a pas. J'ai eu à discuter de ce cas-là il y a 5 ou 6 ans, ici, avec les gens de, comment vous appelez, la structure qui s'occupe de YTB. YTB. Voilà.
Parce qu'il y a des gens de YTB qui étaient venus à l'ambassade demander les visas pour aller au Congo et faire les examens d'admission pour les boursiers. Alors, je leur ai demandé si ils avaient donné un exposé de motifs au gouvernement congolais. Ils donnaient combien de bourses par an et dans quelle filière? Parce que ce n'est pas tout que d'accorder des bourses d'études aux gens. Notre pays a un programme de développement intégral. Dans ce programme-là, vous trouverez ce qu'on avait appelé les 5 chantiers. Vous trouverez le secteur de l'énergie. Nous avons besoin des ingénieurs capables de développer le secteur électrique et le secteur d'adduction d'eau potable. Il y a les infrastructures. Nous avons besoin des ingénieurs en pont et chaussée pour s'occuper de ce secteur-là. Il y a le secteur médical. Nous avons besoin des infirmiers, nous avons besoin de médecins. Maintenant, si nous obtenons des bourses d'études pour former des diplomates, par exemple, est-ce que la diplomatie est une priorité dans le domaine de la formation des cadres pour nous? Peut-être pas. Donc nous pensons qu'il faut qu'il y ait une concertation avec la partie turque pour que nous sachions, que nous leur laissions savoir quels sont les domaines prioritaires pour nous. Si nous avons besoin d'agronomes et que vous nous formez des mécaniciens, c'est-à-dire que ces mécaniciens, quand ils vont rentrer au Congo, ils seront au chômage. L'État ne pourra pas les utiliser parce qu'il n'était pas planifié que l'État congolais les utilise. Donc voilà un autre aspect du problème sur lequel nous continuons d'échanger, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la conclusion. Ok, merci Son Excellence. Son Excellence, quels sont les défis à relever pour la technologie de l'Afrique? La technologie? Oh, vaste question. Vous savez, la technologie, on peut y mettre n'importe quoi. Précisément, vous voulez parler de quel secteur? De nouvelles technologies de l'information, avec les fibres optiques qu'il faut mettre. On parle sur Internet de la fibre optique. De l'Afrique? La fibre optique. La fibre optique. Mais la fibre optique, on en parle un peu partout, non? Non, on en parle, mais en Afrique, du côté Internet, il y a un peu. Il y a beaucoup de pays qui sont connectés à la fibre optique. Oui. Aujourd'hui, nous-mêmes aussi, en RDC. Parce que la fibre optique a été installée à la République démocratique du Congo en 2015, mais n'a pas été finie. Ça a resté comme ça. Oui, bon, il y a des problèmes à caractère technique aussi qui existent, sur lesquels je n'ai aucune maîtrise. Donc, je ne vais pas faire l'aventure en parlant de ça. Mais ce que j'ai suivi comme plainte au niveau des utilisateurs, c'est que les compagnies qui pourvoient les connexions Internet, par exemple, continuent à faire payer très cher les communications ou les connexions Internet, alors que quand on avait annoncé la connexion de cette fibre optique, on avait dit que ça aiderait à baisser les prix des connexions Internet. Apparemment, ce n'est pas le cas sur le terrain et il y a toujours des plaintes au niveau des utilisateurs. Alors, si vous parlez de la technologie, ce n'est pas seulement la fibre optique. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte quand on parle de la technologie. Quand vous voyez les équipements que nous avons dans les hôpitaux, est-ce que les équipements que nous avons correspondent à la technologie moderne? Dans beaucoup de cas, non. Aujourd'hui, on parle de la voiture électrique. La RDC est très impliquée dans ce dossier parce que nous sommes en tête de producteurs de cobalt, qui est le produit de base pour la fabrication de ces batteries-là. Nous sommes impliqués. Est-ce que, de notre côté, nous avons développé un niveau de technologie qui nous permette d'exploiter à bon escient cette matière première que nous avons? Nous ne l'avons pas encore. Je pense qu'il y a encore des tractations au pays pour voir qu'on ne va pas se contenter de vendre tous les jours du cobalt brut. Il faudrait que nous créions aussi des usines de transformation pour pouvoir vendre un produit fini avec une valeur ajoutée. Donc il y a beaucoup de domaines qui touchent à la technologie. Il ne s'agit pas seulement de la fibre optique.
Merci, Son Excellence. Vous avez souligné quelque chose de très important en parlant de minerais. J'allais savoir, vous avez aussi dit quelque chose de très important, que la RDC ne va pas toujours exporter les minerais. Donc il faut songer à créer des usines de transformation sur place. Étant ambassadeur, vous êtes proche du pouvoir. Alors, quel est votre avis? Quelle est votre idée? Avez-vous un projet à proposer, par exemple, au pays, au président de la République, par exemple, selon vous? Non. Il ne faut pas mélanger les genres, en fait. Hein? Le travail des ambassadeurs, ce n'est pas d'aller dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non. Nous avons des institutions qui existent. Nous avons le président de la République, nous avons le Parlement, qui a 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons les cours des tribunaux, nous avons le gouvernement, nous avons toutes ces choses-là. C'est un peu leur travail. Et nous, nous sommes utilisés comme experts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le gouvernement a mis en place un programme dans un secteur donné, c'est mon devoir de le vulgariser là où je suis, de le faire connaître, dire voilà ce que nous voulons faire chez nous, et de demander éventuellement si dans le pays hôte, ils ont la volonté de nous accompagner dans la réalisation de ce programme-là. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas l'inverse, que l'ambassadeur se met à table, commence à écrire des choses et demande au gouvernement il faut faire ça, il faut. Oui, vous avez dit ce qui est plus important. Est-ce qu'il y a-t-il la coopération turco-congolaise? Bon, oui. Sinon, nous ne serions pas ici. Nous avons des accords de coopération sur le plan diplomatique, politique, économique. J'ai parlé de projets d'accord dans le domaine de l'économie qui ont été signés, d'autres qui sont en gestation. Ce qui est vrai, c'est que vu le niveau technologique atteint par la Turquie et la capacité de financement qui existe en Turquie, vu les ressources dont nous disposons au Congo, aussi bien les ressources humaines d'abord, c'est l'homme qui est le moteur du développement dans un premier temps, et les ressources naturelles dont nous disposons, je peux dire que le volume des échanges entre les 2 pays ne reflète pas cette réalité-là. On n'échange pas beaucoup. Je peux profiter de cette occasion pour répondre à votre première question sur le parcours en Turquie. J'ai pu entrer en contact à plusieurs occasions avec les entrepreneurs turcs. Je me suis rendu compte que pour la plupart, ils ne connaissaient pas le Congo comme tel. Bon, ils ont vu des trucs sur Internet, ou ils ont vu le combat du siècle Ali Foreman pour les plus âgés, et ça s'arrête un peu là. Mais ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas le contour clair de ce qu'est la RDC. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux ont toujours pris référence sur les pays européens. J'ai appris d'un homme d'affaires ici en Turquie qui me disait que quand ils ont besoin des informations sur le Congo, ils se réfèrent à la Belgique parce qu'on leur a dit que c'est le seul pays qui connaît très bien le Congo. J'ai dit oui et non. Alors j'ai dit au monsieur, mais vous aussi vous avez été à l'école, vous pouvez aller au Congo, entrer en contact, parler avec les gens, lire les publications qu'il y a là-bas, et vous parviendrez à vous connaître le Congo par vous-même. Pourquoi vous êtes obligé d'aller visiter un tiers pays au lieu d'aller directement là-bas? Voilà, donc il y a cet aspect des choses qui fait que je ne dirais pas que c'est vraiment une déception pour moi, mais je pense que c'est une situation que nous pouvons corriger à la longue et on finira par y arriver. La plupart de ce qu'on appelle communément chez nous les hommes d'affaires turcs qui vont faire les affaires au Congo, ce ne sont pas des hommes d'affaires, ce sont des marchands, ce sont des commerçants. Quelqu'un qui vient ouvrir une boutique pour vendre les vestes, ce n'est pas un investisseur. Ça, ce n'est pas un investissement. Même la maman qui va au marché à Matete peut venir acheter des vestes à Istanbul et les revendre.
Ça n'en fait pas une femme d'affaires. Nous avons besoin des investisseurs, des industriels, les gens qui peuvent nous aider à développer le secteur industriel du Congo. Nous avons parlé des minéraux ici, à transformer ces minéraux-là. Nous sommes, je ne sais pas quel rang on est maintenant, mais on était 5e producteur du cuivre au monde. Nous vendons notre cuivre en lingots, brut, alors que nous pouvions avoir une industrie de transformation du cuivre, produire les câbles électriques au lieu de les commander à l'étranger. Et ces câbles que nous commandons, pour la plupart, sont fabriqués avec notre propre cuivre. Donc, c'est ça que moi j'appelle les investisseurs, pas les gens qui viennent vendre et acheter. Hein, j'ai dit à un Turc pour rigoler, je lui dis, moi je suis né dans la région où on produit les diamants, au Congo. Depuis que je suis né, ça fait plusieurs années. Je ne sais pas si on se souvient des personnes qui sont venues acheter les diamants quand j'avais 1 an. On ne se souvient pas d'eux, on a oublié. C'est des commerçants. Ils viennent, ils disent, j'ai besoin de 20 carats. On met sur la balance, on lui dit, c'est autant par carat, on multiplie par 20. Il paye, il part, on l'oublie. C'est fini. Mais un investisseur, dans le domaine des infrastructures, qui construit une école, un pont, je ne sais, un hôpital, celui-là, on s'en souviendra toujours. On n'est pas arrivé à ce point-là avec les Turcs, malheureusement, jusqu'à présent. Ok, merci. Son Excellence, alors comment faire pour attirer des investisseurs à investir au Congo? Il n'y a pas de la magie à ça. Hein. D'abord, il y a l'excuse, c'est que pendant longtemps, le pays a connu des soubresauts qui sont restés marqués dans la mémoire de beaucoup de gens, malgré que la situation a évolué positivement depuis peut-être une quinzaine d'années. On a atteint un niveau de stabilité qu'on n'avait pas en 98, 99 et 2000. Mais beaucoup de gens sont restés marqués là-dessus et ils se réfèrent toujours aux gens qui veulent toujours donner du Congo une image négative. Ça leur permet de vendre les journaux, de faire des émissions à la télévision et tout. Et je vais vous raconter une anecdote, c'est très important que les gens sachent cela. Quand vous lisez les rapports des gens des Nations Unies qui s'occupent de sécurité, il y a des gens ici qui me disent, est-ce qu'on peut aller à Kinshasa, est-ce qu'il y a la sécurité en Kinshasa? Je dis oui, il y a la sécurité à Kinshasa. Pourquoi vous posez cette question? Parce qu'on a lu quelque part qu'il ne fait pas bon de circuler la nuit et tout ça. Je leur ai dit oui, c'est peut-être vrai ce que les gens disent, mais il faut aller à Kinshasa pour voir les démentis. Passez devant les boîtes de nuit, vous verrez combien de véhicules des expatriés sont dans les parkings là-bas. Alors s'il y avait l'insécurité, les gens ne s'amuseraient pas à aller dans les boîtes de nuit à y rester jusqu'à 4 h du matin. Alors, pour attirer les investisseurs, il faut leur fournir la bonne information, mais il faut qu'eux aussi soient de bonne volonté, qu'ils veuillent bien venir. On ne peut pas forcer les gens à venir. Il y a, vous savez, il y a plusieurs catégories d'investisseurs. Moi, j'ai appris à connaître ça aussi dans mes fonctions. Il y a des gens qui ont beaucoup de prétentions pour le Congo parce que c'est un Eldorado, mais ces gens-là ne sont pas des investisseurs. Ce sont des brokers. Ce sont des gens qui viennent, qui sont des intermédiaires. Ils viennent, font miroiter des millions qu'ils ont investis au Congo et obtiennent une licence d'exploration dans le domaine minier, par exemple, qu'ils s'empressent d'aller revendre à la compagnie qui peut exploiter. Parce qu'eux ne sont pas du domaine. Ils connaissent tout simplement. Donc, de notre côté, nous devons faire aussi très, très attention à tous les gens qui débarquent à Kinshasa et qui nous font miroiter le miel et tout ça, alors qu'en vérité, ils n'ont pas la capacité d'exploiter le secteur qu'ils envient. Ok, merci Son Excellence. Son Excellence, est-ce qu'il y a-t-il des forums de coopération de la Turquie et l'Afrique? Ah oui, ça existe. Bon, les hommes d'affaires se rencontrent régulièrement. Mais est-ce que la question serait plutôt, est-ce que ces différents forums sont rentables concrètement parlant? Il y a beaucoup de forums où les gens échangent. Les experts en économie viennent
Vous parlez de macroéconomie, des taux de croissance à 2 chiffres et de ceci et de cela. Moi, ce sont des choses qui ne m'impressionnent pas beaucoup. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le panier de la ménagère. C'est ça qui me convainc, pas les 2 ou 3 chiffres de taux de croissance. Si la ménagère ne peut pas essayer du pain pour son enfant le matin, vous pouvez avoir 100 chiffres, tout ça, ça n'a aucune valeur. Son Excellence, merci. En parlant, j'ai souligné un point encore. Vous avez dit, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de vrais investisseurs en Congo. Donc, Turcs, oui. Voilà, bien le souligner, Turcs. Donc, si je vois bien, il y a un problème de désinformation. Alors, que faites-vous pour propager la bonne information ici auprès de gens qui veulent se renseigner à la source pour avoir de vraies informations et venir faire correctement le travail? Oui, qu'est-ce que je peux faire d'autre à part rencontrer des hommes d'affaires et leur donner les informations sur le code des investissements au Congo? Parce que parmi les questions que les gens soulèvent, c'est les impôts, les taxes, sur les ressources qui existent, les potentialités d'investissement qui existent au Congo. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui viennent ici pour demander des renseignements. Et puis après, où ils disparaissent, où ils partent, ils pensent qu'en achetant les diamants ou l'or, c'est plus rentable rapidement que d'aller investir dans le secteur. Comme je disais, on ne peut pas forcer quelqu'un à venir investir chez vous si lui n'est pas convaincu que cet investissement lui sera rentable. On ne peut pas. On ne peut rien faire de ce côté-là. On a beau organiser des réunions, parler avec les gens. Moi, j'ai assisté à des millions de réunions ici. Et en tant que doyen du groupe africain, je préside une réunion mensuelle de tous les chefs de corps de missions diplomatiques africaines ici. Et nous échangeons des informations sur notamment les investissements. Tout ça. Il n'y a pas vraiment grand-chose sous le ciel. Il y a peut-être une société turque qui construit des bâtiments parce que, bon, ça c'est du commerce, ça, c'est pas l'investissement. Et si quelqu'un vient au Congo construire un hôtel dans les biotiles, hein, bâtir, gérer et puis transférer après, ça c'est un investissement. Mais quand moi je vous dis, j'ai mon argent, je veux que vous veniez me construire un hôtel. Vous construisez, je vous paye. Ce n'est pas un investissement pour vous. C'est pour moi, c'est un investissement. Pas pour vous. Vous êtes un commerçant, vous avez besoin d'argent, vous avez travaillé, je vous ai payé, vous êtes parti. C'est fini. Donc, c'est les gens qui viennent construire pour le compte du gouvernement congolais. Les gens auxquels le gouvernement a fait appel pour construire les routes, pour construire les ponts, les écoles ou les maisons sociales, ce ne sont pas des investisseurs. Non, ils viennent travailler. Les Chinois qui sont venus construire les routes au Congo, on les a payés. Hein? Donc ils ne sont pas venus investir. On les a payés. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit il y a une autre image de la Turquie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient venir aussi. Ce n'est pas seulement des investisseurs de quitter la Turquie et venir en Afrique. Il y a aussi des personnes qui voulaient venir en Turquie. Mais il y a une autre image des personnes qui croient que la Turquie, donc c'est un pays laïque, normalement c'est un pays laïque, mais il y a d'autres personnes qui voient ça autrement. Que pensez-vous en fait, pour avoir aussi des personnes qui sont en Afrique et venir ici en Turquie? Ça, il faut poser la question à l'ambassadeur de Turquie à Kinshasa. Il est mieux placé pour répondre que moi. Vous m'avez demandé qu'est-ce que j'ai fait pour convaincre les hommes d'affaires d'aller au Congo. Il faut lui demander à lui qu'est-ce qu'il fait pour faciliter aux hommes d'affaires congolais de venir en Turquie. Ouais. Ça, c'est lui qui doit répondre, pas moi. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. J'ai aimé, il y a un point que vous avez souligné, vous avez fait une différence entre être commerçant et être investisseur. Alors, merci beaucoup. J'aimerais vous demander quel conseil donnez-vous aux investisseurs, aux gens qui veulent venir en RDC pour investir, mais qui se convertissent en commerçant? Il n'y a pas de conseil particulier à donner. Je pense que mon rôle ici, dans ce domaine précis, se limite à porter l'information. J'ai des publications ici que j'ai tirées du site de la NAPI où ils donnent des chiffres et tout ça. J'apporte l'information. Je dis, voici
quelles sont les potentialités d'investissement au Congo. Dans le domaine de l'agriculture, voici ce que nous avons, les étendues de terrain que nous avons, ce que nous produisons déjà nous-mêmes. Si vous voulez vous insérer dans ce domaine-là, vous pouvez le faire. Dans le domaine de l'énergie, nous avons besoin de mini-barrages. Le pays est couvert de cours d'eau partout. On peut créer des chutes artificielles pour installer des mini-barrages. Les gens peuvent adhérer au projet INGA dans un consortium qui travaille là-dedans. On leur donne ces informations-là. Et la question qui vient tout de suite, c'est toujours les impôts et taxes. Quelles sont les conditions, quels sont les... Nous avons le code des investissements. Et on leur donne le code des investissements, qui est clair secteur par secteur. Si vous investissez dans tel secteur, les équipements que vous allez apporter seront exonérés de taxes pendant une période d'autant d'années. Les exportations que vous ferez, vous payerez à l'État jusqu'à la hauteur de 3, 4, 5, 10 ou 15%. Ces chiffres-là existent. On leur donne ça. On ne peut pas aller au-delà de ça. On leur donne ça. Ils les ont, ils vont lire chez eux. Si ils marquent un intérêt, ils vont revenir pour chercher peut-être des détails. Mais moi, je conseille toujours aux gens qui viennent, qui veulent connaître le Congo sur le plan économique. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-bas? Je les conseille toujours d'aller au Congo. Je leur dis, nous faisons de la théorie ici. On va vous donner des informations théoriques, population autant, ceci autant, ceci autant. Mais quand vous irez sur le terrain, quand c'est un véritable homme d'affaires, investisseur, j'ai dit vos yeux d'homme d'affaires voient différemment que mes yeux à moi, de consommateur. Vous, quand vous irez là-bas, on vous amènera dans une zone minière. Vous verrez ce que vous pourrez faire. On vous amènera dans une zone agricole. Vous verrez ce que vous pourrez faire. On vous mettra sur un bateau sur le fleuve Congo. Vous verrez combien d'affluents il a. Vous verrez qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous irez voir la forêt équatoriale. Vous verrez ce que vous pouvez faire. Vous irez voir les parcs nationaux que nous avons. Vous verrez si ça vous intéresse de construire un hôtel du côté de ces parcs pour participer au développement du secteur touristique. Par exemple, ça sont des idées des hommes d'affaires. Ce ne sont pas les idées des ambassadeurs. Nous donnons des informations brutes. Nous disons, voilà, le taux de croissance chez nous est d'autant. Ça intéresse tout le monde, pas moi. Le taux d'inflation est d'autant, ça ne m'intéresse pas du tout non plus, parce que ça n'a pas beaucoup d'impact sur ma vie quotidienne. Mais on a ces chiffres-là pour eux, si ça les intéresse. On a ça pour eux. On leur donne ces informations-là. Ils en font ce qu'ils veulent. Si quelqu'un veut venir, il vient. S'il ne veut pas, il ne vient pas. On ne peut pas attacher une corde au cou aux gens en leur disant « venez chez moi, c'est mieux qu'ailleurs ». Non. On leur donne toutes les possibilités qui existent sur le terrain. Il les saisit, si ça l'intéresse, ou il ne les saisit pas. Mais je dois avouer aussi que ce que je vous avais dit tout à l'heure, la plupart de ces gens-là qui viennent là, ils sont des courtiers, ils viennent chercher à savoir où est-ce qu'ils peuvent se faire du beefsteak en allant dans tel ou tel secteur. La plupart ce n'est pas des costauds, comme on dit, qui veulent venir faire une affaire. Parce que pour investir dans le domaine minier, dès que vous avez votre permis d'exploration, vous devez explorer. Il faut des équipements, il faut y mettre de l'argent. Alors, ces gens-là qui vont là-bas, ils n'ont pas l'argent pour faire ça. Ils n'ont pas l'argent pour acheter un pneu de tracteurs qui sont là-bas qui coûtent 200 000 €. Voilà. Merci, Son Excellence. Pour conclure, que pensez-vous de l'Afrique d'ici 2025? Là, je crois que je dois vous renvoyer au plan de l'Union africaine, l'Afrique en 2063. Si vous aimez bien votre métier de journaliste d'information, il faut que vous lisiez ces documents-là. Vous comprendrez très bien les ambitions de l'Afrique pour 2063, lorsqu'on va fêter le centenaire de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine. Mais, grosso modo, l'Afrique veut devenir
le poumon du développement du monde. Parce que l'Afrique a plus que tout autre continent sur cette terre. Plus que tout autre continent. Quand vous voyez, dans le domaine écologique, quand on en parle, le bassin du Congo, c'est le deuxième bassin forestier au monde après le bassin de l'Amazone. L'Amazonie au Brésil, c'est le deuxième. Donc, pour ce qui est de la protection des êtres humains, des êtres vivants, on a besoin de carbone, on a besoin de l'air pur pour respirer. C'est cette forêt-là qui purifie l'air, qui la nettoie de tous les gaz qui sont émis par des véhicules, par d'autres matières, et qui permettent aux gens d'avoir une vie normale. Donc l'Afrique va être le centre écologique du monde. Sur le plan du développement intégral, l'Afrique a l'ambition d'atteindre l'intégrité totale, l'intégration totale, pardon, à travers la communauté de développement régional, comme la SADC, le COMESA, l'ECOWAS et tout. Et vous avez certainement appris que les chefs d'État, lors du dernier sommet qui s'est tenu à Niamey, au Niger, ont signé cet accord de zone de libre-échange africaine pour permettre aux personnes et aux biens de circuler librement. Un cas qui a été cité et répété à plusieurs reprises, c'est le transport aérien. Pour partir de Kinshasa, chez moi, jusqu'aux îles de Cap-Vert, par exemple, il n'y a pas de ligne directe d'avion. Donc vous êtes obligé de faire 2, 3 ou 4 escales avant d'arriver là-bas. On a réduit un peu, parce qu'à l'époque, il fallait aller d'abord en Europe, et puis de l'Europe, pour pouvoir revenir vers l'Afrique. Hein, les gens qui allaient à Nouakchott, ils devaient aller à Paris, et puis de Paris, redescendre sur Nouakchott, ou vice-versa. C'est un des points sur lesquels les chefs d'État ont insisté. Il faut qu'on règle ce problème-là, si on veut atteindre l'intégration de l'Afrique. Merci, Son Excellence, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore. Je vous dis merci. C'est la fin de notre émission. Merci encore. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde. Nous sommes sur Turquie, Naturel TV Turquie Ankara. Merci. On vous dit au revoir. On se retrouve pour la prochaine émission. Merci.